tout à l'heure, on parlait avec Susanna et elle me disait ce serait bien qu'on parle quand même un peu de neige, puisque c'est un peu l'origine physique, culturelle de peut-être sa fascination pour le blanc. À mon tour, je voulais tout de même dire un mot à Émilie de Pau. Donc effectivement, c'était une très très belle rencontre. Il y a 1 an à l'atelier, j'ai pu venir au mois de mai, je pense, accrocher une œuvre qui a aujourd'hui 20 ans, mais qui est une œuvre clé qui a énormément importé dans ce qui va suivre cette œuvre. Et donc je suis très honorée et très fière d'être dans cette collection. Et je suis aussi très heureuse de pouvoir, de manière formelle à nouveau, ou un peu plus formelle, redialoguer avec Philippe-Alain Michaud, qui connaît mon travail effectivement depuis longtemps et très profondément, et qui a écrit 2 textes, donc l'un qui s'appelle Au seuil de la visibilité, qui a 10 ans, et un second texte à l'occasion d'une exposition au musée d'art de Nantes, qu'on va vous montrer, qui s'appelle Autant on emporte le vent. Ah oui, mais ça s'appelle comme ça parce que ta pièce. Alors là, c'est pas une histoire de skieuse, on connaît tous le film, mais en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir être ici avec toi, Philippe-Alain, et de nous inviter donc tous les deux. Ta réflexion autour de mon travail l'accompagne, tu le sais. Bah, c'est une vieille histoire maintenant, et puis j'étais vraiment heureux de voir cette pièce qui en fait s'appelle Flottant. Hein, qui s'appelle maintenant Flottant. Qui ne portait pas de nom à l'origine, mais qui maintenant porte ce nom. Et effectivement, on voit immédiatement ce qui se passe dans cette manière de mettre en lévitation la pièce qui vient flotter dans l'espace à 20 cm de la simèse. Alors, on peut peut-être partir de cette pièce. Moi, je me souviens. Alors, en fait, Émilie et Anne-Hélène nous ont précédés, parce qu'à Pompidou, on va faire l'acquisition d'une pièce en diptyque, mais qui repose sur le même principe. Et je me souviens que la première fois que j'ai vu cette pièce, alors c'est une pièce unique installée dans l'atelier de Susanna. L'atelier était entièrement blanc et il y avait cette pièce placée comme ça en saillie d'une simèse et tout l'espace vibrait à travers la présence de cette pièce. Et on reviendra certainement à la question de la vibration, qui est un des concepts, peut-être avec la transparence. La vibration est l'autre concept qui permet probablement d'entrer dans le travail de Susanna. Alors cette pièce, donc celle qui est ici dans la collection, et qui résonne merveilleusement avec ce que j'ai pu voir de la collection, avec Larry Bell, avec Turrell, avec Fujimoto aussi, peut-être on en parlera plus tard. Mais donc cette pièce qui résonne merveilleusement, donc il faut peut-être dire comment elle est fabriquée. Peut-être c'est mieux que tu le fasses toi. Oui, du coup j'avais envie de vous présenter cette pièce et je crois que c'est bien que tu le fasses aussi. Mais aussi dans son contexte, un contexte qu'elle a été créée, si on peut dire. J'ai eu l'occasion de passer 3 mois dans son premier lieu d'exposition, qui est un centre d'art qui est aujourd'hui fermé près d'Avignon, qui s'appelait donc le Centre d'art du Crestet. Et j'ai pu travailler, j'ai pu concevoir l'exposition directement dans l'espace. Et c'est peut-être une première exposition où l'œuvre exposée, ou les œuvres exposées, montraient autant l'architecture que ce qu'elles étaient. Donc je voulais vous montrer un peu le contexte de cette œuvre. Donc peut-être aussi au niveau de l'architecture, puisqu'on est dans la blancheur, elle a été conçue par Bruno Stani, qui je pense vit à Bruxelles. Jeune architecte, il a construit cette maison pour ses parents. C'était, je crois, que son travail de diplôme. Et c'est un bâtiment très moderniste et effectivement très blanc, près du mont Ventoux. Les œuvres donc sont à l'échelle de l'espace. Elles vont du plafond au sol, ou elles scandent le mur. Ils sont à la dimension du mur. Elles sont transparentes en bas pour laisser apparaître soit
soit le mur ou soit l'espace, et elles sont peintes vers le haut par une peinture blanche, par des couches et des couches, donc ce geste de peinture n'est pas visible, pour capter la lumière ou pour reprendre la teinte du mur. Donc il y a un jeu, et c'est là où ces pièces ont vraiment compté pour moi. C'est peut-être la première fois où très clairement il est dit que l'œuvre n'est pas un objet, qu'il est non indépendant d'une certaine manière et qu'il est en relation directe avec ce qui l'entoure, avec la réalité. Moi, je viens des installations dans le paysage, mais ici, donc, avec la réalité de l'architecture et de l'architecture, donc ici, les espaces intérieurs. Donc, on voit des coupes qui sont dans l'espace, que les rectangles reprennent. Elles prennent, donc, j'aurais dit, la dimension du mur quand il y a une double hauteur et le mur est plus bas. Et bien, jusqu'à être à même des murs, il y a eu tout un passage par une peinture murale qui est comme un extrait agrandi de ce qui se passe, une fausse lumière posée au mur. Et puis elle joue donc aussi de la transparence, elle quitte le mur pour rentrer au milieu de l'espace. Quand j'ai découvert cette pièce dans l'atelier de Susanna, c'était ton sur ton, hein, c'est-à-dire que la couleur de la simèse était exactement du même ton que la peinture utilisée sur le verre acrylique, hein, c'est-à-dire sur la plaque de plexiglas. Donc il y a énormément de couches en haut de la plaque et qui diminuent progressivement pour devenir transparentes. Et alors donc c'est un passage de la peinture ton sur ton à la transparence. Ce qu'on voit en bas, c'est la couleur du mur. Mais alors en fait, ce débat théologique, il s'avère que pour Susanna, c'est pas essentiel que la simèse soit du même ton que la peinture. Et donc, et ici, par exemple, la peinture est placée sur une simèse qui n'est pas exactement dans le même ton. Ce qui change un peu la manière d'approcher la pièce. Alors, je pense que du coup, ça déplace cette question du rapport de l'architecture à la peinture, ainsi tant est qu'on puisse appeler. Enfin, c'est quand même une peinture, parce que c'est une surface sur laquelle du pigment est appliqué. Donc on peut quand même parler de peinture. Et alors, donc, très, très souvent en histoire de l'art, on a l'habitude de faire des connexions courtes, hein, de faire des cycles courts pour donner à comprendre une œuvre. Enfin, c'est le système d'intelligibilité est souvent un système de référence courte qui raccourcisse avec le contemporain d'ailleurs. Hein. Mais à mon sens, les pièces de Susanna, elles peuvent se penser dans la longue durée. Et notamment, ce rapport architecture-peinture, c'est quelque chose qu'on trouve qui devient une revendication des artistes pendant le maniérisme. Et on pense, en fait, ces interférences architecture-peinture, ça fait penser à Giulio Romano, au Palazzotte, hein, par exemple, même si le travail de Susanna ressemble à tout sauf à du Giulio Romano, ou à Tintoret, à San Rocco, hein, où il y a une prise en charge de la lumière incidente qui tombe par les ouvertures pour calculer l'éclairage de la peinture. Donc je pense qu'on a intérêt aussi donc, à regarder le travail dans son contexte qui est enfin l'immédiate, l'après-minimal, hein, c'est post-minimal, mais aussi dans des séquences larges qui renvoient en fait à des configurations beaucoup plus anciennes. Et c'est vrai de cette pièce, c'est vrai aussi des premières pièces, hein, qui étaient les premières pièces de toi que j'ai vues et qui m'avaient vraiment intéressé, je peux dire. C'était à l'époque où tu travaillais avec Serge Le Borgne. Hein, donc, il faut dire que cette galerie a été importante. Hein, ça a été un vivier d'artistes absolument extraordinaire. Et donc, c'est là que j'avais découvert ces pièces qui s'appelaient des films. Hein, c'est film Etf. Alors peut-être tu peux expliquer ce que c'est, ces films. Oui, alors je n'ai pas intégré ces pièces dans le diaporama, mais il faut peut-être les montrer dans ce rapport à la lumière, mais qui offre au regard et soustrait aussi au regard ce qu'on voit
Et aussi dans ce contexte où les œuvres sont totalement intégrées, totalement inscrites dans un environnement, j'ai à un moment donné, dans aussi cette proximité avec l'architecture, mais aussi avec des architectes, j'ai travaillé avec des films qui servent à des toitures, en fait, qui sont extrêmement solides, très fins et transparents. Je les tendais dans l'espace. Alors la première fois que je l'ai réalisé, c'était dans l'espace extérieur, c'est l'image que vous voyez. Et donc c'était comme un trait de gomme, je pense que c'est toi qui dis ça d'ailleurs dans le texte, qui était à même l'espace, qui était plan, donc qui était très très fin, qui vibrait un peu avec l'air. Et donc j'intervenais en peinture au centre de ces bandes, mais qui pouvaient faire jusqu'à 9 voire 12 mètres de long, et qui donc, quand vous arrivez de manière frontale, vous aviez comme un trait de gomme au centre de cet espace qui après redevenait transparent. Si vous longiez cette bande, eh bien vous voyez le paysage à travers et puis vous le perdez et vous le retrouvez. Et c'est vrai que nous, bon, je te laisse plutôt la parole. C'était cette idée du trait de gomme, c'était tout à fait fascinant parce que on a donc ce paysage, enfin comme vous pouvez voir sur l'image, avec ce trait extrêmement régulier, cette bande extrêmement régulière qui efface le paysage, et donc le support de l'œuvre n'est plus le lieu d'apparition, mais le lieu de l'effacement. Alors ça, c'est une chose. Et en fait, cette structure longitudinale de la bande de film, puisqu'il s'agit de film, fonctionne comme une frise ornementale qui sépare, en fait, qui divise les deux régions de l'espace au-dessus et en dessous. Et en fait, dans la tradition égyptienne, dans la tradition funéraire égyptienne, ces bandes ornementales qui divisent l'espace ont une fonction d'ouverture sur l'au-delà. Hein. Donc ça ouvre sur quelque chose qui est derrière et qui se voit légèrement effacé. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui a à voir avec la métempsychose, hein, c'est-à-dire le fait de se projeter dans un espace qui est au-delà. C'est aussi une manière de mettre en tension le regard. Le fait qu'on regarde, qu'on est en train de regarder. Et c'est vrai que dans ce que nous faisons tout le temps, la soustraction pour moi a été un des outils, si je peux dire. C'est-à-dire on regarde encore une fois, quand ce qu'on regarde se soustrait à notre regard. Donc c'était aussi mettre en tension ce regard, aussi montrer à quel point il est fragile. Je pense que tout ça sont vraiment des sujets de mon travail. Alors, c'est une mise en tension qu'on retrouve dans les flottants, puisqu'il s'agit en fait d'isoler le regard dans sa position perceptive. Hein, c'est-à-dire que le regard ne perçoit que le milieu. Hein, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien ne fait image, il n'y a plus qu'un rapport binaire entre la vision et le visible. Alors ça, dans les films, il y a encore cette présence du paysage, mais un paysage diminué, un paysage qui s'efface, hein, qui est dans un moment d'effacement, processus d'effacement qu'on retrouvera plus tard dans les installations. Mais alors, l'idée que ce soit un film aussi, bon, moi c'était ma boutique, hein, le film, puisque je m'occupais de la collection, cette collection de pellicules, hein, donc analogiques, hein, les images avant le numérique, et donc ces rubans de films résonnaient aussi avec la question des images en mouvement. Mais peut-être pour qu'il y ait du film, il n'est pas nécessaire qu'il y ait l'appareil technique, le système enregistrement-projection. On peut faire des films sans caméra, on peut faire des films sans projecteur. Et par exemple, il y a un artiste qui m'a beaucoup intéressé, enfin qui m'intéresse toujours, et qui n'est pas sans rapport avec le travail de Susanna, c'est Anthony McCall. Donc, que vous avez peut-être vu, il a été montré à Bruxelles, en particulier à Canal. On avait installé des pièces de McCall. Et donc, Anthony McCall, qui a créé dans les années 70 ce qu'il appelait des solid light films,
a créé aussi en 1976 une pièce qui s'appelait Long Film for Ambient Light. C'était un film, ce film, ça s'appelait film, la pièce s'appelait comme ça, et c'était simplement, c'était dans un loft de New York, dont les ouvertures avaient été obturées avec du papier semi-opaque, qui laissait passer la lumière, mais qui ne laissait pas voir à travers. Donc là, on retrouve un peu le dispositif de Susanna. Et il y avait une simple ampoule, un bulbe accroché au milieu du loft, que McCall se contentait d'allumer à la nuit tombée, et d'éteindre quand le jour se levait. Donc la seule action, c'était le changement de la lumière dans le film, et il n'y avait plus rien dans la projection, il n'y avait plus que de la lumière et de la durée. Et donc peut-être, si on essaie de réduire le film à ses conditions de possibilité transcendantale, aurait dit Kant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nécessaire et universellement nécessaire pour que l'expérience du film se constitue, il faut de la lumière et de la durée. Mais on n'a pas besoin d'appareillage technique, peut-être même pas besoin de spectateurs. Il fallait même que les spectateurs partent de l'espace d'exposition pour percevoir l'événement. Et le seul événement, c'était le changement de lumière. Et il fallait s'en aller et revenir pour percevoir que la lumière avait changé. Alors donc, cette pièce de McCall nous dit, peut-être il suffit qu'il y ait de la lumière et de la lumière, donc aussi de la transparence et de la temporalité pour que le film existe. Et à ce moment, on peut considérer que le travail de Susanna s'inscrit dans ce contexte. Et alors, McCall, dans les années 70, il avait fait aussi ces pièces, qu'il appelait des solid light films, qui étaient des projections de lumière pure dans l'obscurité. Et il fallait, pour que le film fonctionne, qu'un fumigène soit projeté dans l'espace. Et son premier film, qui s'appelait Line Describing a Cone, était simplement un cercle de lumière qui mettait. Donc il avait tracé un cercle blanc au compas sur de la pellicule noire, qui après le tirage devenait de la pellicule transparente. Et donc ce qu'on voit se former, c'est non pas le cercle de lumière qui est projeté sur le mur, mais le cône de lumière qui sort du projecteur et qui prend, à cause de la fumée qui est répandue par le fumigène, une consistance matérielle dans l'espace. Et alors, donc il y a deux conditions pour que ça fonctionne, le truc de McCall. La première, c'est qu'il faut de la fumée. Et la seconde, qui est plus imperceptible, c'est qu'il faut que tous les points du film soient conservés, les uns après les autres. C'est-à-dire que si les points, en général au cinéma, une image en chasse une autre. Pour qu'une image apparaisse, il faut qu'une image disparaisse. Mais là, le premier point du film, au début du film, c'est un simple trait de lumière qui traverse l'espace. Puis après, le trait s'épaissit, devient plus épais, jusqu'à former un cercle, c'est-à-dire un cône en 3 dimensions. Et ça veut dire que la première image du film est toujours là, à la dernière image. Alors que d'habitude, c'est comme dans Sugimoto. Les photos de Sugimoto, les theaters de Sugimoto, il se met au fond du théâtre, du cinéma, un peu partout aux États-Unis, et il enregistre, c'est un temps de pause extrêmement long, et il enregistre la totalité du film de fiction qui est en train de passer sur l'écran. Donc ça dure 90 minutes, le temps de pause des films de Sugimoto. Et à ce moment, l'écran du cinéma est complètement saturé de lumière, puisqu'à un moment ou à un autre, il reçoit de la lumière, et il apparaît comme une surface blanche, strictement, scintillante, avec ce blanc extrêmement intense. Et donc, dans les films de McCall, c'est la même chose. Il faut que tous les points soient conservés sur le film pour que la sculpture de lumière se forme. Ce qui conduit à une équation relativement simple, c'est que quand la succession, qui est l'expérience ordinaire du cinéma, se transforme en simultanéité, le film se transforme en sculpture. Et c'est ce qui se passe aussi avec les pièces de Susanna. Et je pense que ce film se transforme en sculpture parce qu'on peut imaginer que ce ruban filmique ne défile plus, mais que tous les moments sont immobilisés dans le temps. Et cette immobilisation dans le temps, elle ressemble c'est là qu'on retrouve un petit peu la métaphore de la neige, mais de la neige congelée, de la glace
Hein, c'est une sorte de frise, on dit frise. Hein, cette frise, c'est un glaçon hein, qui est suspendu dans l'espace. Et Goethe, quand il décrivait le Laocoon, il disait c'est une vague, un éclair pétrifié et une vague, je n'ai plus ces paroles exactes, vague figée dans le temps, enfin comme une vague qui a été saisie par le froid hein, et qui s'est immobilisée. Une vague immobilisée, c'est ça. Et cet effet de congélation, donc le Laocoon, pour lui, c'était une manière de représenter la succession dans la simultanéité. Hein, c'était ça, comme ça que Goethe voyait le Laocoon. Et ici, c'est aussi une manière de représenter la succession dans la simultanéité sous la forme d'une congélation, hein, je dirais. Et la congélation, c'est aussi un thème qui traverse la culture maniériste. Hein. Les grottes artificielles travaillent sur ce motif de la congélation, dans lesquelles il y a une sorte de fusion entre les éléments naturels de la grotte et puis les éléments artificiels. C'est comme ça que Buontalenti voulait installer les esclaves de Michel-Ange dans la grotte des Jardins Boboli à Florence. Et oui, la dernière chose, après je m'arrête, mais enfin provisoirement, mais la dernière chose qui me frappe dans ces films, c'est encore un concept d'architecture du paysage hein, qui vient de l'art de Pierre, qui est un concept qui m'enchante, c'est le AA. Ça s'appelle AA en architecture et c'est une sorte de syncope dans le paysage et qui consiste à produire une ouverture dans une paroi qui ferme le paysage pour ouvrir une perspective plus lointaine et qui en fait s'accompagne souvent de ce qu'on appelle un saut du loup, hein, c'est-à-dire un fossé. Qui provoque cet effet de syncope hein, dans le paysage. Et je pense que les films installés en extérieur, mais ils peuvent être installés en intérieur aussi, les films installés en extérieur produisent cet effet de syncope dans le paysage. Oui, du coup, je pense juste parce que tu parles du film hein, et la temporalité du film. Et c'est vrai que dans cette pièce que vous avez vue dans le catalogue, il y a une frontalité, mais c'est vrai aussi, donc, où on se saisit de la pièce, même si elle fait 9 mètres, hein, on recule. Et en même temps, on longe cette pièce, donc on parcourt cette pièce. Et je voudrais du coup enchaîner, si tu en es d'accord, avec la pièce qui va plus ou moins succéder. C'est là où, justement, il y a un film, mais un film qui fait... bon, on n'a pas de son, mais pour l'instant, c'est pas grave. Un film qui, le son ne fait pas partie de la pièce, donc même je vais l'enlever. Il est à côté. C'est des premières pièces chantées, je baisse ça va. Et donc là, ce film est plus à l'horizontale, tendu à l'horizontale, mais c'est un immense rouleau que j'ai constitué d'un film transparent qui est imprimé, on est toujours au flottant, qui est imprimé blanc en bas, et ce blanc va s'estomper vers le haut. Et là, la bombine entière, qui fait 8 mètres de haut, va être déroulée dans la salle du FRAC Franche-Comté, qui est un bâtiment magnifique de Kengokuma. Et donc, ce film va remplir toute la salle. On traversera ce film. Il n'y a pas de cheminement. Au fond, le déroulement se fait... voilà, des fois, il y a une boucle, on ressort, on continue son chemin, mais en tout cas, il n'y a pas de chemin décidé pour les visiteurs. Et alors, c'est peut-être pas concrètement dans ton propos, mais quand tu rentrais dans cette installation, il m'est arrivé de rentrer dans l'installation et de me croire seule, sauf que, comme un effet de zoom, tu pouvais avoir un personnage qui apparaît, que tu n'as pas vu venir, grâce à ces couches et couches de rideaux qui sont suspendus. Et un petit clin d'œil parce que je vois un bébé qui est encore trop petit pour cette expérience. Mais je ne comprenais pas l'attitude très silencieuse des enfants dans cette installation, jusqu'à ce que je comprends qu'eux, ils étaient totalement dans le brouillard, puisqu'ils ne profitaient pas de la transparence qui allait s'installer au moment où à nos 1,60 m à peu près de regard.
Et ce qu'on entend un tout petit peu, je le dis parce que ça va devenir extrêmement important, et extrêmement important actuellement dans mon travail, on entend exposer dans la salle à côté les premières pièces sonores que j'ai réalisées avec une soprano, Elias Amazadeh, et des textes de Charles Panican. Donc c'est pas forcément le sujet ici, mais voilà, il y a vraiment ces deux pièces différentes. Bah, le son, ça va être le sujet en tout cas. Mais le son va devenir le sujet, c'est pour ça que je vous en parle. Mais je pense qu'il y a une vraie logique, une vraie continuité, une vraie déduction hein, entre les pièces et les films. Donc je parlais de cette idée de la frise qui ouvre sur un espace au-delà. Et ici, en fait, on s'enfonce dans cet espace qui est l'espace de l'au-delà, et c'est l'espace des limbes en même temps. Hein. Avec ces corps diminués hein, qui sont comme des fantômes, qui errent dans ce labyrinthe immatériel hein, qui est comme un nuageux. Et donc, je pense qu'il y a cet arrière-plan, enfin, je ne veux pas être rabat-joie, mais il y a quand même cet arrière-plan funéraire, hein, l'architecture funéraire qui a à la fois à voir avec la clarté et avec la disparition. C'est très, très difficile de te répondre sur ce plan parce qu'effectivement, ce que j'ai fait par ailleurs, dans ce travail, je parlais de soustraction tout à l'heure, c'est vraiment soustraire les références, soustraire à quoi l'œil ou notre cerveau s'accroche pour effectivement celui qui traverse soit un peu livré à lui-même. Par contre, ce qui est important aussi, et ça vous le voyez, quand on lève la tête dans cette installation et tous les autres, ce qu'il y a autour est bien présent. Donc le réel est bien présent. Donc le sujet que tu abordes, je reste très en retrait ou très pudique parce que en tout cas il n'y a pas une inscription volontaire, même si je dois reconnaître que c'est un travail assez qui est proche des questions existentielles. Mais il n'y a dans aucun cas une inscription dans un pathos ou dans un récit. Alors encore moins. Je sais que c'est pas ce que tu veux dire, je pense pas. Mais après. Non, puis on n'est pas forcément d'accord non plus. Je pense que Panofsky disait une chose très intéressante, c'est que les commentaires des artistes doivent être des documents à considérer à côté des œuvres, mais pas comme l'explication des œuvres. Alors après, évidemment, il faut qu'on écoute ce que les artistes disent de leur œuvre, mais on peut proposer des hypothèses qui n'ont pas leur origine dans la manière dont les artistes conçoivent leur travail. En tout cas, ce n'est pas une chose que je nomme, mais je l'entends. Voilà. Je déclenche peut-être un second film, hein, mais ce qui ne nous empêche pas de faire notre route de dialogue. Là, c'est la pièce qui a été exposée au musée d'art de Nantes, où il y a donc un très très beau texte de Philippe Alain qui en parle. On voit un peu le cheminement du flottant qui est là, ce rideau qui prend tout l'espace. Et là, il se trouve que l'espace du musée qu'on me propose fait 15 mètres de haut. Et là, on retrouve cette interférence architecture-sculpture. Enfin, là, il ne s'agit plus de peinture, mais de sculpture, pour en parler, qui a une histoire, une longue histoire. Et en fait, on voit bien comment, avec le PowerPoint, on voit bien comment on passe d'une expérience optique à une expérience physique de la pièce. Les pièces deviennent immersives. Et puis, peut-être on pourrait dire que c'est ta période sud-américaine, parce que là, on voit les rapports avec... Enfin, moi, je t'avais posé la question des rapports avec Soto, avec les pénétrables de Soto. Donc, toi, tu dis Soto vient de la peinture, ce que je pense assez juste. Hein, et ça, c'est des pièces qui sont spécifiquement des pièces très tridimensionnelles. Mais les rapports avec Ligia Papé aussi, hein, je pense. Oui. Avec un modernisme tellement saisi par les corps des artistes en Amérique du Sud que j'admire profondément, c'est évident. C'est vrai que j'ai l'impression, j'aime infiniment les pénétrables de Soto.
Après, on n'est pas de la même génération. Soto vient effectivement d'une peinture abstraite qui spatialise. Il a envie, et là, spatialiser, c'est un mot qui me concerne plus que ça. Après, ces pièces, je pense, viennent vraiment de la peinture abstraite ou du monochrome, parce que dans certaines pénétrables apparaissent des formes géométriques. Alors que là où moi je me sens aussi, je devrais peut-être pas proche de Sandbach, et qu'au fond, moi, le fil me sert à me saisir de l'espace. On me dit 15 mètres, je fais 15 mètres et j'ai une paroi vibrante. Avec un grand plexiglas, je rentre dans des considérations de lourdeur et de production qui n'ont pas lieu d'être dans un travail que je souhaite léger, que je souhaite éphémère, que je souhaite passagère. Donc ce fil qui est en silicone que j'ai fait produire, non sans difficulté, mais quand même avec beaucoup plus de légèreté que des énormes plexiglas par exemple, est vibrant et me permet à me saisir de l'architecture, où là, effectivement, dans cette pièce, mais dans celle d'avant aussi, il est clair que je ne donne pas de forme à mes pièces, puisque c'est l'architecture qui les donne. Là, je reprends la structure de la salle du musée, du patio du musée 19e, et je ne leur donne pas de dimension, c'est l'espace qui la définit. Donc j'ai parlé un peu de soustraction, je me soustrais vraiment aussi de ces gestes-là, qui sont quand même les gestes qui construisent les œuvres assez souvent. C'est ce que William Robin appelait, à propos des peintures de Stella, des premières peintures de Stella, des peintures déductives. C'est des structures déductives, c'est-à-dire que rien n'apparaît, enfin sur la toile de Stella, qui ne soit déduit de la forme du tableau. Et toi, tu adaptes cette question déductive aux dimensions de l'architecture. Alors, il faut dire quand même un mot sur le travail du musée de Nantes, qui avait produit cette pièce pour sa réouverture, et c'était un travail de production proprement hallucinant. C'était vraiment admirable travail des conservateurs et de la directrice Oui, et je dois dire que j'ai cette chance-là assez souvent, finalement, puisque le travail que je fais, il ne se fait pas à l'atelier, au Cresté non plus, je l'ai fait sur place. Donc je prépare des prototypes, j'expérimente, j'ai fait des tests, j'ai fait des tonnes de maquettes. Émilie qui est venue dans l'atelier, c'est un atelier de prototypes, il n'y a pratiquement pas d'œuvre. Et donc, comme conséquence, ça, que le musée devient l'endroit où j'ai produit la pièce, concrètement, avec une équipe. Et c'était des pièces, puisque il y a une fois que tu as réalisé une pièce, tu as envie d'en faire une autre. Ça veut dire que ces pièces sont, pour la plupart du temps, jamais produites avant. Et donc, j'ai la chance quand même de trouver des partenaires qui acceptent cette incertitude, qui acceptent d'investir dans une pièce pour une ouverture de musée, de la produire sans vraiment la connaître. Et j'avoue qu'effectivement, j'ai une grande gratitude vers ceux qui m'offrent ces espaces et les équipes et aussi les financements. Mais c'est très intéressant cette question du déplacement des fonctions, puisque le musée, c'est plus le lieu de l'exposition, enfin c'est aussi le lieu de l'exposition, et c'est d'abord le lieu de la production. Donc il y a une sorte de déplacement, oui, dans le mode, dans le processus de réalisation de l'œuvre. Et là, il y a autre chose sur on n'a pas parlé du labyrinthe dans ton travail, mais je pense que c'est très présent. Enfin, on a vu ces labyrinthes aléatoires, complexes, avec des mouvements circulaires dans la première pièce. Et à Nantes, c'était au contraire un labyrinthe géométrique. C'était constitué de strictes orthogonales. Et donc, en fait, on voit, il y a une sorte d'oscillation entre les deux types de labyrinthes, le labyrinthe aléatoire, le cheminement hasardeux, et puis les labyrinthes calculés de manière moré-géométrico. Je tiens à dire que l'idée est bien sûr pas que celui qui vient se perde. D'ailleurs, les œuvres sont totalement transparentes à ce qu'il y a autour. Donc, c'est un labyrinthe, mais peut-être c'est un labyrinthe, mais l'espace lui-même devient ce labyrinthe. Tout devient dans ces cas labyrinthe. Il n'y a pas un labyrinthe qui est introduit dans un lieu. Du coup, quand j'ai parlé de déstabiliser ce que nous voyons
ou ce que nous expérimentons, de le rendre incertain, c'est pour ça aussi que j'intègre les pièces dans les espaces, c'est pour déstabiliser tout ce qui est autour. Donc, moi, on me parle souvent aussi on me parle pas aussi, pardon, on me parle d'œuvre in situ. Je pense que ce n'est pas mon propos. Je me saisis de l'ensemble de l'espace, de l'ensemble de ce qui nous entoure, pour déstabiliser le tout, pour introduire dans cet espace dans lequel on se raccroche, parce que, voilà, comme dans notre vie, très normalement, pour introduire de manière sensible ce qui, justement, n'est pas stable, au contraire, ce qui est incertain, ce qui est en mouvement. Et au fond, c'est vraiment pour perturber les espaces et ce que nous voyons. Alors, il faut dire peut-être que le premier labyrinthe qu'on a vu, j'ai oublié où il était. C'est Weißereise au Franche-Comté. Ça, moi, je n'avais pas vu au Franche-Comté. C'est une des rares pièces. Il était constitué de surface, alors que la pièce de Nantes est constituée de fils de silicone, donc qui sont très fins et qui font 15 mètres C'est la salle qui faisait 15 mètres, donc ça fait 15 mètres. Il n'y avait plus de surface dans la pièce, et c'était extraordinairement sensuel, parce qu'en fait, avec les mouvements, les légers mouvements qui étaient impulsés par les visiteurs, ou les courants d'air, il y avait, et donc lumière zénitale, donc on voyait, c'était la lumière du jour, et donc il y avait un moirage sur les fils de silicone, et ça donnait extraordinairement, enfin c'était une vraie expérience presque psychédélique, je dirais, il y a quelque chose comme ça aussi, et ça renvoyait aussi à la question de la pluie d'or, enfin à des questions mythologiques, tout était ensemble, c'était un bon souvenir. Vous ne l'aviez pas vu, là, cette pièce à Nantes, c'était extraordinaire. Et alors après, donc, la pièce est entrée dans les collections du Centre Pompidou, et donc il faut la refaire in situ chaque fois, et elle a été présentée à Abu Dhabi, au Louvre, où ils l'ont montée. Oui, donc ce qui du coup contredit un peu ce que je viens de dire, c'est la seule fois où j'ai eu l'occasion alors, je ne fais jamais la même pièce puisqu'elle s'intègre là où elle va, mais c'est la première fois, en plus avec une chance quand même, entre le musée de Nantes, rénové par Stanton Williams, magnifique, l'architecture de Jean Nouvel, le Louvre à Abu Dhabi est vraiment, je pense, un très grand bâtiment. Donc, en plus, avec ce propos de la lumière, entre autres, donc de pouvoir faire l'exercice presque, et d'écrire aussi le protocole pour vous, c'était un vrai exercice de pouvoir refaire la pièce pour un espace en plus aussi fort, était génial, si je peux le dire comme ça. Donc ça, c'est après la voix, c'est les premières pièces sonores indépendantes, mais qui entourent l'œuvre de Nantes. Alors là, c'est des pièces grandes comme ça, pour une fois. Voilà. Explique comment elles sont faites déjà. L'air entre, vous le voyez bien, dans mes œuvres. Il y a déjà les tubes qui tournent et qui sont... Donc le son vient de l'air, on en parlera. Et je suis à ce moment-là en contact avec Hermès et je souhaite travailler avec des souffleurs. Et en fait, je propose aux souffleurs, et Hermès, la fondation d'entreprise Hermès, me donne l'occasion de le faire. Je demande aux souffleurs de ne pas faire de forme, de ne pas partir d'un dessin, mais au contraire, travailler leur technique de manière à ce que ce qu'on voit est l'empreinte du souffle. C'est tout. Et en fait, ça a été un exercice qui a duré 1 an. C'était vraiment difficile parce qu'il fallait abandonner des savoir-faire tout en ayant, c'est des grands souffleurs chez Hermès, donc tout en maîtrisant son souffle, mais sans utiliser sa technique qui très automatiquement presque, elle est faite pour produire des formes parfaites. Donc c'était vraiment les amener dans l'autre sens de leur travail pour donc pouvoir, elles ont disparu. Des pièces aussi fragiles, elles pèsent rien. Quand j'ai ramené les cartons, j'avais l'impression que je ramenais des cartons vides. Donc c'était une expérience très très belle
que j'ai pu partager avec ces grands artisans. Et c'est des pièces fragilissimes. Oui. Moi, j'aimerais bien voir, comme tu t'en as exposé au Japon, moi j'aimerais bien voir les caisses d'emballage des souffles. Et c'est très drôle parce que vraiment est emballé dans un rien. Ce rien de ces souffles sont emballés dans des couches de mousse, des doubles caisses. C'est vrai qu'il y a un effort autour pour les maintenir en vie qui semble très démesuré par rapport à, effectivement, moi certains je les soulève et le cristal est souple. Mes doigts font ça. Et peut-être cette question du souffle, c'est ce qui permet de faire le lien entre la dématérialisation du visible et les pièces sonores. Oui, parce que c'est peut-être là qu'on peut, parce qu'on les a zappés là, passer à ce travail de la voix qui après va s'émanciper de la voix. Ça vont devenir donc des premières sculptures, si on peut dire, sonores. On va avoir celle qui était très grande et que Emma Lavigne m'a donné l'occasion une fois de produire pour un des silos de la sucrerie de la Biennale de Lyon. On va voir, ça va venir. Et en fait, ce sont des tubes qui sont fixés sur un moteur rotatif et j'ai pris quand même beaucoup de temps à étudier des membranes que j'ai inclus au bout de ces tubes et qui modulent l'air pour que se produise du son. Et en fait, ce moteur rotatif tourne lentement, donc on n'entend pas. Petit à petit, par la rotation, l'air va animer ces membranes. On va accélérer le moteur, vous allez voir, jusqu'à ce que on est quand même dans une très grande rapidité. Et donc on va avoir vraiment le son physique qui va se déclencher, c'est-à-dire on va avoir la note fondamentale. Et avec la vitesse vont se dégager les harmoniques. Donc les sons, bon, c'est une multiplication, c'est très très mathématique. Donc vous allez voir cette pièce que la Biennale et Emma m'ont permis de faire à très très grande échelle. Les gens pouvaient tourner autour. On nous a fait vraiment confiance sur cette pièce. Peut-être je vous laisse un tout petit peu regarder. Pompidou, on ne nous aurait jamais laissé faire ça. C'est ce que tu m'avais dit, c'est pour ça que je tiens à le dire. Pour des raisons de sécurité, c'était juste impossible. C'était extraordinaire parce que c'est vrai que c'est une pièce un peu impressionnante. On tourne, pas pour dire des chiffres, mais on tourne à 35 km/h à la fin pour aller jusqu'au dernier son à attraper et qui nous semble intéressant. C'est pas pour dire des chiffres, mais c'est juste pour dire que toi tu m'avais dit, mais Susanna, cette pièce au Centre Pompidou, tu n'auras pas le droit de la montrer. Donc là j'ai eu le droit de la montrer, donc je vous la laisse peut-être regarder 2 minutes. Ou, Alors j'ai été quand même aidée, ça j'ai envie de le dire, parce qu'à un moment donné, il faut que j'ai des compétences pour avancer, il faut que je comprenne ce que je fais. Quand j'ai dit moduler l'air, la transformation en ondes sonores, il fallait que je l'apprenne. Donc il y a René Cossé de l'IRCAM qui m'a vraiment donné des cours fondamentaux. Il y a aussi un aéroacousticien à Lyon qui m'a donné des cours fondamentaux. Et la dernière chose que je me suis offerte à moi sur ces pièces, c'est que j'ai fait venir mon facteur de flûte de Suisse, qui a des oreilles énormes et qui m'a aidé à faire les derniers choix sur la sonorité. Il faut dire que ça, c'est une constante de ton travail aussi, c'est toujours travailler avec des matériaux expérimentaux ou avec des techniques expérimentales, et donc d'avoir recours à des gens très pointus dans leur discipline. Ouais, j'ai vraiment besoin de ça, parce que très souvent, comme les souffleurs, ce que je fais se trouve totalement à la limite. Finalement, mais je ne fais pas exprès, mais ça semble être un fait des réalisations. Donc là, on est à la fin du cycle et j'arrête le moteur et on a toute la gamme
de ce qu'on vient d'entendre sur même pas 30 secondes. Alors, ce qu'on peut peut-être dire dans cette arrivée du son, qui me surprend un peu moi-même, j'avoue, à l'intérieur du travail, même si effectivement, je pense que ça arrive avec l'air, avec le fait que les matériaux se mélangent à l'air, que ça vibre. Le son, je pense, entre peut-être par ce biais, aussi par son instabilité et sa temporalité. Et dans ces premières pièces, les œuvres plastiques, visuelles et les œuvres sonores sont séparées. Et ça va fondamentalement changer dans une proposition que me fait Emma Lavigne pour le Centre Pompidou-Metz, où elle me propose une des immenses salles par Gigaruban et où je souhaite travailler avec l'air. Et il se trouve que dans les sols du Centre Pompidou-Metz se trouvent des énormes bouches d'air qui balancent, si je peux le dire comme ça, 2000 mètres cubes par air d'air. Et donc, du coup, c'est quand même... tu dois aller voir ce que tu peux faire de ça si tu veux utiliser l'air. Et du coup, dans cette installation, pour la première fois, l'œuvre visuelle va être animée, mise en mouvement par l'air qu'on va chercher dans le sol, qu'on va comprimer. Enfin là, c'est une histoire avec un ingénieur de fluide. C'est pas si simple au niveau sécurité. On produit des prototypes qui prouvent qu'en cas d'incendie, tout ira bien. On n'a pas perturbé l'installation du centre. Mais en tout cas, on va un peu là chercher le ventre du bâtiment pour amener l'air à la surface. Et là, ce souffle qu'on va amener en surface des salles va non seulement animer l'œuvre visuelle, mais aussi animer des tubes qui ne tournent plus, mais qui sont posés au sol pour recevoir cet air. Et du coup, créer sur la salle qui fait 80 mètres de long, d'un grand vitrage à l'autre, quelle chance j'ai, de créer vraiment une promenade qui est une promenade du regard. Il y a des chemins à l'intérieur là, mais qui est aussi une promenade sonore. On dirait un peu une pellicule rayée. Mais la relation au film... Bon, moi, je suis un peu obsessionnel. Hein, mais... Là aussi, c'est un montage de fou. On est 30. On travaille 4 semaines. Mais alors, c'était aussi une promenade au fond de la mer. Hein. On avait l'impression de se promener comme ça sur le scaphandrier. Hein. Donc avec toutes les fils de silicone qui retombaient sur le sol, qui formaient des motifs aléatoires sur le sol au gré du vent, qui étaient comme les courants sous-marins. Et donc, l'ingénieur des fluides, les fluides, c'est à la fois les courants d'air et puis les courants marins. Hein. C'est liquide et gazeux. Tu as évoqué Soto, c'est pas pour me différencier de Soto, au contraire. Mais là, on remplit la salle de fils, mais de traverser ces fils n'est pas très agréable. Elles font à peine 1 millimètre de diamètre. Elles sont ovales, elles sont très fines. C'est toujours du silicone qui est si... Et du coup, en fait, on a rempli la salle de ces fils, mais à l'intérieur, il y a vraiment des chemins et des places. Donc, on traverse, on marche, et on a des endroits où on peut s'installer. Elles sont dessinées de manière à ce qu'on voit toujours quelqu'un dans les fils. Donc, on est dans les fils, on ne voit pas ces chemins forcément, mais il y a quand même ces chemins pour pouvoir circuler à l'intérieur de l'œuvre. On les voit là, hein, mais on a quand même l'impression que les gens du fond sont dans l'univers. Oui, c'est Emma. Voilà, c'est la voix d'Emma qui était une qui a beaucoup suivi ton travail. Hein. Qui m'a suivi, qui suivit le travail et qui m'a offert quand même 2 très belles occasions de... C'est Chiara Parisi, c'est la directrice de Metz. Oui, qui venait d'arriver. Alors je coupe un peu aussi parce que le film du coup dure 8 minutes. Mais là, on voit comment le son est produit. En fait, là, on est au-dessus d'une bouche et on a donc ces diffuseurs qu'on a dessinés. Et certains de ces diffuseurs soufflent dans les fils et d'autres, de temps en temps, s'arrêtent sur une série de tubes qui sont chacun
équipé de membranes. Alors ce qui était fantastique pour moi, c'est en fait un son influence l'autre. Donc j'ai créé des sortes de chaînes d'enchaînement sonore. Les sons aussi s'annulent, donc j'avais vraiment l'impression que je sais pas comment dire, que j'ai sculpté ces sons d'une séquence à l'autre que créaient ces tubes. Puis je trouve qu'on voit aussi le rapport avec les flottants, puisque le son, c'est l'air du musée. D'ailleurs, c'est le musée lui-même qui produit son propre son. Et exactement comme dans les flottants, c'est l'architecture, enfin c'est la simèse qui active la surface de la peinture. Donc c'est des systèmes autosuffisants et clos sur eux-mêmes. C'est peut-être aussi la différence entre cette installation et Nantes, parce que le dialogue avec l'architecture ici, il s'est fait par cet air, mais il est plus lisible. Donc il tombe peut-être là aussi une sorte de référence avec laquelle je travaille jusque-là. Je vais vous montrer les dernières images parce qu'elles sont... Là, c'est Nancy Holt. Exactement, c'est un hommage à Nancy Holt. C'est pas moi qui ai fait l'image, ni le coucher de soleil, mais... Et juste peut-être une petite... donc ces fils qui s'envolent, je les ai retravaillés avec un peu orchestrés par des... J'ai changé de matière, j'ai trouvé une matière mais qui ne pèse rien, pour être franc, mais vraiment rien. C'est même pas 1 gramme par fil, même quand il fait 9 mètres de haut. Du coup, ce fil a une mobilité où j'ai plus besoin de mes grosses bouches de frémissement, mais ça s'envole en fait tout simplement quand tu ouvres une porte. Là, on orchestre ces fils avec des ventilateurs, parce qu'on est à Prague, on est au Rudolfinum et on est en hiver, donc je ne peux pas leur demander d'ouvrir les fenêtres. Mais juste, je vous montre rapidement cette installation qui est très très volatile, qui capte la lumière et qui, au moindre souffle, au moment du vernissage, des portes ont été quand même ouvertes pour laisser rentrer le public et une partie de la pièce est partie dans la pièce à côté. Alors, sans se détacher du plafond, heureusement, mais en envahissant la salle à côté. Donc, juste cette petite parenthèse de cette pièce très, très volatile. Et puis la toute dernière pièce que j'ai, et je suis vraiment en train d'y travailler pour avancer cette pièce-là, qui est une pièce sonore, mais là, toi qui parlais de cette entrée de la vibration dans le travail, donc les premiers sons sont produits par l'air, vous l'avez vu, et là, tout ce qui est vibratile à l'intérieur de ce travail va autrement produire du son. Donc c'est une pièce que je montre au Forum à Ginza, Maison Hermès, dans un bâtiment de Renzo Piano qui est juste merveilleux. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, c'est un endroit fantastique. C'est à Ginza, à Tokyo. Ici, le son est produit... en fait, on va commencer autrement. Il y a un réseau de fines tiges que je place dans l'espace, un peu en me référant à l'architecture, enfin même en me référant franchement à l'architecture de Renzo Piano. Et toutes ces tiges sont mises sous vibration avec des petits moteurs. Et elles sont suspendues dans l'espace par des fils. Donc tous ces fils vont vibrer. Donc on est dans un espace, dans un univers totalement, très finement perceptible et totalement vibratile. Et à 5 reprises, ces fils de suspente sont remplacés par des câbles, donc on pourrait dire des cordes, et ce câble aboutit dans un grand disque qui a la fonction d'être un amplificateur en fait de son. Et donc ce qui nous entoure et ce qui est en train de vibrer à 5 reprises est rendu audible par ces grandes plaques
qui amplifie la vibration. Et en voyant les images, enfin comme ça, c'est l'espèce d'association libre, mais moi je pense au tableau de Masolino qui est à Capodimonte, dans lequel on voit ce paysage sur fond doré, avec des nuages qui sont représentés comme des soucoupes, hein. Ce sont aussi des soucoupes volantes qui traversent le paysage. J'ai l'impression de voir la reconstitution expérimentale des paysages que tu effaçais avec les premiers films. Et puis l'autre chose, mais là aussi une sorte de reconstitution expérimentale du monde, enfin en relisant ce que j'avais peut-être oublié que j'avais parlé de Herbert Spencer dans le texte sur Nantes, qui est un philosophe un peu oublié, mais qui est tout à fait intéressant, c'est fin 19e, et il construit, philosophe anglais, il construit une théorie vibratoire du monde. Pour lui, le film, il est fait de vibrations plus ou moins complexes, de plus en plus complexes, qui se combinent entre elles pour créer à la fois le visible et l'audible, hein, c'est-à-dire l'univers visuel et l'univers sonore. Et j'ai l'impression que la vibration, ici, elle a remplacé le dispositif de la transparence et qu'il y a cette reconstitution expérimentale du monde à partir de cette idée de la vibration. Et donc, paysage de Masolino reconstitué expérimentalement uniquement avec le travail de la vibration.